Alors, vous parlez de Tjibaou. Ben, sachez que les résultats dans le bureau de vote Djendanit viennent de tomber. Alors, il y a 90% de participation et le oui l'emporte à 100%. Une réaction, peut-être, Victor Tutugoro? Oui, c'est Djendanit. C'est chez Jean-Marie Tjibaou, c'est comme Farino. Mais ceci dit, je voulais rajouter quelque chose. Si j'ai geste a fait référence à Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Mais je voudrais rajouter une chose. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur ne sont plus là. Mais ce sont les hommes. Ce qui est important, ce sont les hommes qui sont engagés par les paroles ou par les actes qu'ont fait Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur et qui font vivre les choses aujourd'hui. Cela, il ne faut pas les oublier aussi. Parce que si on est dans la situation d'aujourd'hui où les choses se passent, comme ça a été souligné tout à l'heure, le mérite revient aussi à ces hommes-là, qui continuent de porter les choses. Hein? Et donc, voilà. Je voulais simplement redire... Il y a eu une responsabilité importante qui rend aujourd'hui ce scrutin incontesté et incontestable sur un accord sur le corps électoral. Ce n'était pas gagné à la base. Et finalement, on a réussi tous à se mettre autour d'une table et finalement, jusqu'au dernier jour, trouver un accord qui permet aujourd'hui que les conditions se passent bien. Parce que s'il y avait eu des contestations sur ce corps électoral, on n'aurait pas eu la même situation aujourd'hui, on ne se dirait pas forcément la même chose aujourd'hui. Et cette responsabilité qu'on a eue de faire des pas les uns vers les autres sur la question du corps électoral, ça a contribué notamment à ce que ce référendum se déroule bien. Enfin, que cette campagne référendaire se déroule bien. Chez nous, la parole donnée, elle aussi tient. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de la préparation de ce scrutin. Nous, on a mis en place une organisation qui a fait pratiquement toutes les tribus, les quartiers des villages, des villes, avec toujours le même message de dire, voilà ce qu'on porte nous, il faut respecter aussi ce que portent comme projet les autres composantes. Hein? Et donc, voilà, on est dans la situation où l'on est aujourd'hui, où les choses donc, se passent bien, comme les 30 ans qui se sont passés, quoi. Alors, voilà. À l'instant, on me donne une information de dernière minute. À Koutio, un véhicule municipal a été caillassé, et de la police municipale caillassé, et le drapeau, à l'intérieur, un drapeau français brûlé, et des interpellations ont eu lieu. Une réaction, peut-être, Philippe Michel? La réaction, c'est tout à fait regrettable. Tous les partis politiques engagés dans cette consultation, toutes les institutions engagées dans cette consultation ont appelé les Calédoniens à respecter le résultat de cette consultation. Voilà. Donc, il est tout à fait regrettable que de ci, de là, on puisse avoir ce type d'incident. Depuis 30 ans, oui. Juste pour préciser, le drapeau français était brûlé à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est pour être plus précise. D'accord. Non, mais ce qui est important, effectivement, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. On a franchi une première étape. La première étape, ça a été celle d'être capable de trouver les accords politiques permettant une organisation incontestable pour avoir un résultat incontestable du référendum. Mais ce résultat, on attend, quel qu'il soit, il ne réglera pas tous les problèmes. Demain, il faudra continuer de vivre ensemble, il faudra continuer de gérer le pays ensemble, et il faudra continuer à avancer ensemble. Et pour ça, il n'y a que le dialogue qui permette de le faire. Moi aussi, je rends hommage à l'action de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou qui ont permis aux Calédoniens de vivre 30 années de paix qui, du coup, ont permis le rééquilibrage, le développement économique, le progrès social.
Et j'observe que tout le monde dans cette campagne prônait le maintien de la paix. Mais certains prônaient le maintien de la paix en acceptant et en nourrissant le dialogue, et d'autres en le refusant. Et ça, je crois que c'est une mauvaise chose pour le pays. Je ne vois pas comment on peut parler de paix en refusant le dialogue. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de continuer à discuter ensemble pour trouver une solution qui soit définitive pour le pays et qui permette de poursuivre cette action de développement économique et de progrès social que les Calédoniens attendent de nous. C'est un message adressé à Christopher Gigès ? C'est un message adressé aux Calédoniens en général. Non, mais je le dis parce que on va entrer maintenant dans une campagne électorale. Non, mais on va entrer. Enfin, moi, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait qu'on sort du référendum et on va entrer en campagne électorale pour les provinciales. Et une campagne électorale pour des élections provinciales, naturellement, c'est une compétition entre les uns et les autres. Autrement dit, c'est pas un moment qui est propice, c'est le moins qu'on puisse dire, au dialogue, puisque précisément, chacun est en compétition pour essayer de faire valoir ses arguments auprès des Calédoniens. C'est pour ça que je souligne la nécessité de nourrir ce dialogue, et pas seulement à un comité des signataires une fois par an. Ça va être plus compliqué que ça, en particulier si malheureusement une partie des Calédoniens n'accepte pas ce résultat. Il faudra plus que jamais être capable de dialoguer. Dernier mot, Christophe. Parce que je ne rentrerai pas sur la polémique de qui est le maître du dialogue et qui sait dialoguer ou pas. Mais les Républicains calédoniens l'ont dit depuis le départ, on dialoguera sur la base du choix qui a été fait par les Calédoniens. Il faudra discuter avec les indépendantistes et entre loyalistes, car c'est comme ça que ça se construit la Nouvelle-Calédonie. Et c'est exactement ce qu'on a pu faire ces derniers mois, où on a participé au comité des signataires qui se sont tenus, mais également à tous les groupes de travail qui se sont tenus au SARIA sous l'égide de l'État sur le corps électoral, sur l'organisation du scrutin, sur tout un tas de sujets. Il faut que, pour dialoguer, il ne faut pas que ça soit biaisé. C'est-à-dire qu'il faut que les règles soient établies dès le départ et que finalement, on ne puisse pas avoir des personnes qui imposent des choix qui n'étaient pas affichés au départ. Le dialogue, il doit être sain et respectueux. D'accord. On vous a entendu. Christopher Gigès, merci d'avoir accepté notre invitation. On va poursuivre avec ce nouveau résultat. Kwawa, 74% pour le oui, 26% de non. Pierre-Christophe Pons, je mélange les noms. Une réaction ? C'est somme toute assez conforme par rapport aux résultats des élections provinciales. Aux dernières élections provinciales, il y avait eu 24% globalement pour les listes non indépendantistes, donc en province nord pour le coup. La participation semble bien meilleure que pour les provinciales, évidemment, mais assez peu de surprises pour cette commune, comme pour Farino au final. Et concrètement, il faut également se méfier de ces résultats qui tombent les uns après les autres, mais c'est une information, c'est qu'on reste relativement conforme par rapport aux tendances politiques observées pendant les dernières provinciales, ce qui est quand même d'une certaine manière assez rassurant sur ce baromètre que constituent les élections provinciales depuis 30 ans. On va tout de suite retrouver Jamie, qui est avec une collègue de France Inter. Merci Falaï, merci à tous. Donc effectivement, nous sommes avec nos confrères de France Inter qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour couvrir cet événement historique pour les Calédoniens, historique par son taux de participation. Bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Bonsoir. Laurent. Donc bonsoir à tous les deux, nos journalistes de France Inter. Juste me rappeler ton prénom. Mathilde, excuse-moi. Donc Mathilde, comment est-ce que tu as vécu ce référendum d'autodétermination ? Ce qui nous impressionne depuis qu'on a passé la journée en fait dans différents bureaux de vote. On a été à Touban, à Magenta, à Valdez-du-Tir et on voit que les gens votaient partout, faisaient 1 heure et demie de queue pour pouvoir voter. Et à tous, je leur ai dit, c'est une vraie leçon de démocratie pour le monde entier. Quel que soit le résultat, moi je sais pas, on va découvrir les résultats tous ensemble, mais quel que soit ce résultat, c'est une vraie leçon de démocratie parce que les gens se sont déplacés et c'est pas totalement ce qu'on entendait quand nous on est arrivés, qu'on a lu un petit peu et notamment les sondages. Et donc justement, qu'est-ce que vous avez entendu, Laurent ou Mathilde ?
Qu'est-ce qu'on a entendu? Ça dépend où on était. On a entendu des gens qui militaient pour le non, qui veulent qu'on reste en France, quelles que soient d'ailleurs leurs origines. Et puis à l'inverse, des gens qui croyaient très très fort au oui, très fiers de voter Kanaki. Et donc voilà, on verra. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. Donc aujourd'hui, vous étiez du côté de la mairie de Nouméa, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et là aussi, vous avez vu des files d'attente. Est-ce que vous avez eu le même ressentiment que nos journalistes sur place, avec une forte affluence, notamment bonne participation de la jeunesse calédonienne? Ça, c'est quelque chose qu'on a noté, c'est qu'effectivement, c'est pareil. Il y a quelques jours, on a été à Cité Pierre Lanquette avec l'idée de voir si le taux d'abstention qu'on nous promettait de la part des jeunes était important. On est ressorti de la Cité Pierre Lanquette avec un sujet qui disait que les jeunes allaient voter. Et on s'est fait cette même réflexion aujourd'hui. Et encore une fois, quels que soient les bureaux, quels que soient les endroits où on a été, donc quels que soient les quartiers de Nouméa, beaucoup de jeunes qui se sont déplacés, tous nous ont dit c'est notre avenir, c'est notre destin, et donc on y va. Une réaction, Laurent? Absolument la même réaction que Mathilde. On est arrivé il y a 2 semaines et on pensait comme tout le monde que le référendum était plié, qu'il y aurait une très faible participation et surtout chez les jeunes une grande abstention. Et en fait, au fil de nos reportages, on s'est aperçu que il y aurait une plus grande participation prévue et surtout une jeunesse très très impliquée dans l'avenir de son pays. C'est vraiment ce qui ressortait, l'avenir de son pays et respecter les anciens. L'histoire. Laurent, Mathilde, merci de nous avoir rendu visite. Merci d'être venu pour couvrir ce moment qui est devenu historique, qu'il était déjà, mais qui le sera encore plus ce soir lorsqu'on saura le taux définitif de participation pour ce scrutin référendaire. Mathilde et Laurent, qui étaient également avec nous dans notre feuilleton de la semaine. Ce fut un plaisir pour nous de vous suivre lors de vos reportages. Et puis, on attend le résultat. On a vu que vous aviez découvert la coutume du côté de Koné. Et je l'ai fait, la coutume, Oui, d'ailleurs. on l'a vu aussi. Voilà, j'ai fait la coutume et je l'ai refait à Deva aussi. Okay. Voilà. Merci à vous. La coutume, on ne fait qu'une seule fois. La coutume retour, la coutume pour partir. Ok, ça marche. Bon, on aura une petite coutume retour aussi pour vous remercier. Merci. Merci. Allez, on va faire le point sur les résultats que l'on a déjà. Les résultats de 2 communes sont déjà tombés. Regardez, du côté de Farino, eh bien, le non l'emporte sur le oui. 91% pour le non, 9% pour les oui. Ça, c'est du côté de la commune de Farino. Et la deuxième commune à avoir rendu son verdict, c'est la commune de Kouawa. 26% pour le non, 74% pour le oui. Le oui l'emporte dans cette commune de la côte Est qui a été largement impactée ces dernières années et qui a fait l'actualité, notamment avec le problème du site de l'ASLN. On va voir du côté des réseaux sociaux s'il y a du mouvement. S'il n'y a pas, eh bien, on sera vite statué sur le oui ou non, il y a du mouvement. Non, on commence à avoir des résultats, en fait, à avoir quelques petites réactions, mais bon, pour l'instant, c'est un peu calme. Hein. Ok, c'est calme du côté des réseaux sociaux. On salue tous nos téléspectateurs sur la chaîne, sur le site web caledonia.nc. On salue également les personnes qui nous suivent dans les 4 coins de la planète sur notre page Facebook. Et on répète encore, je réitère mes salutations à toute la communauté tahitienne qui nous suit en direct sur TNTV. On va voir du côté dessin, de la partie dessin et croquis. Tout à l'heure, on était avec Fly pour voir ce croquis concernant la presse internationale qui est déçue. On va prendre des nouvelles. Donc là, ils sont tous étonnés qu'on soit parti voter. C'est un jeune qui parle. Ça en dit long sur l'image qu'ils ont du peuple. Il n'est pas fini le dessin, bien sûr. On a un jeune qui te ressemble avec des rastas. Ah, c'est ma mascotte du chien. Ah, ok. On te laisse travailler, on te retrouve plus tard. Voilà ce que l'on pouvait dire du côté de la newsroom. Nous sommes toujours en direct de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse avec Falaïd du côté du plateau. Merci Jamie. Nous recevons tout de suite notre invité, Gilles Brialbe. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sûrement dans votre QG avant. Comment ça s'est passé ?
Pour l'instant, on attend, comme tout le monde, les premiers résultats. Il y a très peu de résultats qui sont tombés. On n'arrive même pas à avoir la participation globale. Mais en tout cas, c'est positif. C'est positif puisqu'on va avoir une participation globale qui sera un peu plus élevée que 75%. Donc c'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et c'est une très grande victoire pour la Nouvelle-Calédonie et globale, pour les jeunes qui ont participé massivement, et pour la démocratie, parce que les Calédoniens, aujourd'hui, dans leur ensemble, ont montré qu'ils étaient matures et qu'ils étaient capables de se mobiliser pour un scrutin de cette ampleur-là. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est déjà un bon début. Et il y a un grand perdant, évidemment, c'est celui qui avait appelé à ne pas voter, c'est Louis Traoré et qui, il avait parié sur une forte abstention, il s'est trompé. Et tant mieux pour la Nouvelle-Calédonie et tant mieux pour toutes les parties de Nouvelle-Calédonie. Ces résultats tardifs, par exemple, pour le taux de participation, moi je l'ai suivi, par exemple, pour le provincial de très loin de France. C'est courant, c'est pas courant? En principe, on le sait assez rapidement quand même. C'est vrai que là, vous pensez que, comment ça se fait qu'on n'est pas peut-être que la fermeture, un peu, le prolongement de certains votes, on a pu l'entendre dans certains bureaux de vote, peut-être que ça peut l'expliquer. Mais c'est vrai que pour l'instant, le fait qu'on ait assez peu de retours finalement sur résultats, à presque 8 heures, c'est assez étonnant. Oui. En tout cas, voir si ça se confirme ou pas. Mais on attend, après 30 ans d'attente justement, notre attente est encore plus importante et on attend que les premiers résultats pour pouvoir commencer un peu à se positionner finalement. On disait tout à l'heure, on parlait de forte mobilisation, par exemple sur la côte ouest, du côté des indépendantistes. On avait annoncé 70-30 pour Calédonie Ensemble. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être évoluer, se resserrer, peut-être moins? Alors, sur la participation, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on a de très, très fortes participations, semble-t-il, sur la Grande Terre. En revanche, on a une participation significativement plus faible aux îles Loyauté. Vous l'expliquez comment, vous? Je l'explique par le fait que les habitants des îles Loyauté ont pleinement conscience qu'ils ont besoin de continuer à bénéficier de l'accompagnement de la France pour avoir les mêmes conditions de vie. Sinon, je ne vois pas comment peut s'expliquer autrement une espèce de décrochage, semble-t-il. J'attends les chiffres définitifs, mais il y a, semble-t-il, un décrochage assez important entre la participation enregistrée sur la Grande Terre, à 73% à 17 heures et probablement à 80 ou plus de 80% à la fermeture des bureaux de vote, et une participation aux îles qui semblait être de l'ordre de 25 points de moins, ce qui me semble être un fait politique remarquable. Vous voulez réagir, Pierre-Christophe Frantz ? C'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une situation aux îles qui dure maintenant depuis plusieurs mandatures provinciales, c'est qu'au final, il y a quasiment 2 fois plus de personnes inscrites sur les listes électorales que de personnes recensées. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation où théoriquement on doit avoir énormément de procuration. Ça a été comblé par ce qui a été proposé, à savoir les bureaux décentralisés sur l'agglomération. On voit que ça n'a pas rempli tout ce qui était attendu par le Haut-Commissariat, un peu moins de 3000 inscrits pour ces bureaux délocalisés. Mais effectivement, la différence entre la population inscrite et la population résidente aux îles, c'est vraiment une vraie problématique sur laquelle il faut se poser. Je rappelle également que lors de 2 élections provinciales aux îles Loyauté, il y a 2 fois où les élections provinciales aux îles ont été annulées et réorganisées une 2e fois pour des problèmes liés aux procurations, liés au vote. Donc cette question-là de la résidence électorale aux îles, elle est, en tout cas à l'aune de ces premiers résultats de la participation aux îles, elle est quand même à questionner. Peut-être vous pouvez réagir sur cette question avec l'électorat. Franchement, on ne l'explique pas. On va... C'est pas trop... Après, il faudra réintégrer également les votes du bureau délocalisé. Là, il y a une très forte participation. Et c'est 3000 électeurs qui auraient voté traditionnellement aux îles, donc il faut les inclure. Mais je partage ce que dit Philippe Michel. C'est-à-dire que quand on a fait des réunions aux îles Loyauté, on a senti, moi j'ai rencontré des électeurs qui sont traditionnellement indépendantistes, qui votent au municipal ou provincial pour des listes indépendantistes, et qui nous disent là on ne le sent pas, on n'est pas prêt. C'est pas qu'ils ne sont pas
Ils ne sont plus devenus indépendantistes, c'est qu'ils sentent que la Nouvelle-Calédonie n'est pas prête à accéder à l'indépendance. Il y a une partie d'entre eux qui vont aller jusqu'au bout de leur démarche, qui vont peut-être voter le non, et il y a une partie qui est restée à la maison. Je pense que ce sentiment-là, on l'a ressenti plus dans nos réunions aux îles que sur la Grande Terre ou à l'île des Pins, par exemple. C'est vraiment quelque chose à part. Et d'ailleurs, les sondages, notez qu'il y avait un vrai questionnement sur les îles de loyauté, puisqu'on était sur du 60-40 sur les îles, même si ça ne reste que des sondages. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce ressenti-là qu'on a découvert, qui a été un peu une surprise d'ailleurs pour nous dans cette campagne. C'est un endroit où les partis ont moins fait campagne ? Non, pas du tout. Ça a été nos équipes ont fait toutes les tribus, que ce soit sur Lifou, sur Marais, sur Ouvéa. Nos équipes ont fait toutes les tribus. Hein, mais bon, voilà. Philippe Michel et Victor Tugro, peut-être comment vous attendez, vous vivez cette attente en fait, maintenant que les dés sont jetés? Oh, avec sérénité. Avec sérénité. Hein. De toute façon, on sera toujours là demain, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Nous, on a fait campagne pour gagner. On verra bien. On verra bien. On est déjà conforté par le fait qu'il y ait une forte mobilisation, aussi bien dans notre camp, dans nos communes, hein, dans nos communes que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Je disais tout à l'heure, c'est à mettre donc l'actif du peuple calédonien. Hein. Et donc, mais bon, voilà, on est confiant, on est serein. Voilà. On va voir à l'instant au QG de l'UNI, justement, où on attend les résultats. Je les ai quittés à l'instant. Et c'était comment alors, au niveau de l'ambiance? Non, ça va. Ça va. Vous étiez quand même serein? Ça va, serein. On est agréablement surpris par la participation. La participation. Ouais. Monsieur Mapou, on voit Monsieur Mapou. Oui, Monsieur André Némia. Venir. On a vu Charles Ouachetine également. Et Philippe Michel, vous êtes dans quel état d'esprit? Moi, je pense surtout à l'après, pour tout vous dire. On attend, je suis comme tout le monde, on attend le résultat. Mais ce qui me semble très clair, c'est que, quel que soit d'ailleurs ce résultat, il y a un fait politique qui va de nouveau sauter à la figure de tout le monde ce soir, c'est que une majorité de Calédoniens d'origine kanak va voter pour le oui, et une très grande majorité de Calédoniens non kanak vont voter pour le non. Donc la vraie question, c'est comment on continue à vivre ensemble les uns avec les autres en paix en Nouvelle-Calédonie, parce que ce seul résultat, quel qu'il soit d'ailleurs, ne peut pas constituer une solution politique pour le pays. Toute notre histoire, c'est pas nouveau hein, qu'il y ait une majorité de Calédoniens qui soient opposés à l'idée d'indépendance. C'est pas nouveau, ça se vérifie depuis 20 ans dans toutes les élections provinciales. On le sait, les sondages nous l'indiquent, les élections le confirment. Voilà. Mais en même temps, il suffit pas d'être majoritaire en Nouvelle-Calédonie pour prétendre imposer quoi que ce soit à la minorité. Donc, il n'y a que par le dialogue et le consensus qu'on peut espérer avancer. Et pour moi, la vraie question, au-delà du résultat de ce soir que nous attendons tous, c'est comment nous sommes capables ensuite de reprendre intelligemment les discussions pour dégager ces solutions. Parce que même si le deuxième et le troisième référendum sont prévus par l'accord de Nouméa dès lors que 18 élus du Congrès le demandent, et même si, en ce qui nous concerne, nous ne nous opposerons pas à une disposition de l'accord de Nouméa
pour la deuxième et la troisième consultation qui sont de droit. Pour autant, nous savons tous que ce n'est pas une option de nature à changer les choses. Les Calédoniens ne changeraient pas d'avis. Et pendant ce temps-là, probablement que les tensions politiques, sociales, l'attentisme économique ralentiraient les choses dans le pays. Donc nous, on pense qu'il faut reprendre les discussions le plus vite possible après le choix des Calédoniens pour trouver cette solution. C'est important la venue du Premier ministre demain, peut-être, qui va engager... Alors, attendez, demain, je ne suis pas sûr que le Premier ministre, il arrive avec une baguette magique et qu'il soit capable... Je crois que le Premier ministre, il vient surtout vérifier que tout le monde respecte le résultat, que l'expression est responsable. Et ensuite, on verra la suite des discussions. Je ne pense pas que ce soit demain qu'on pourra parler de ces sujets-là. Mais il est quand même tout à fait intéressant pour nous que le Premier ministre, dès le lendemain de la consultation, vienne s'assurer que tout se passe bien en Nouvelle-Calédonie et que le fil du dialogue n'est pas rompu entre nous, quoi. Ça me semble essentiel. On le voit en direct de Wegwa. Oui, le dépouillement qui se poursuit et les procès-verbaux qui se préparent. J'ai des chiffres à vous donner mais c'est des taux de participation par commune. Donc la commune de d'Imbéa avec taux de participation de 82,7%. La commune de Païta, 85,7%. Et la commune de Thio, je n'ai pas 85,7% à Thio. 85,5% à Thio. Voilà. On remercie les Nouvelles-Calédoniennes avec qui on travaille ce soir, sur les résultats ce soir. Pierre-Christophe Pons, peut-être une réaction avec ces taux de participation? Ça confirme plus important. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la participation, notamment à Thio, 25 points de plus que pour les provinciales de 2014, on voit qu'il y a une vraie mobilisation qui touche indifféremment d'ailleurs, le Grand Nouméa, les communes de Brousse. Effectivement, c'est vraiment positif, en tout cas pour l'expression démocratique en Nouvelle-Calédonie et pour... surtout que les citoyens qui aient voté soit oui, soit non, expriment finalement leur attachement au devenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça finalement ce qui est le plus important, c'est qu'ils se sont mobilisés, quels que soient les appels à ne pas voter, quelles que soient les difficultés techniques, procuration. Mais il y a eu vraiment un sursaut de mobilisation. Alors, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce sursaut de mobilisation, en fonction des communes où elle se situe, est-ce qu'elle va contribuer à impacter finalement le résultat ? On le saura, je pense, tout au long de cette soirée pour voir à peu près les orientations. Mais globalement, pour rester conforme aux élections provinciales, c'est souvent le Grand Nouméa qui donne un peu le là dans ces élections-là. Donc, en gros, ce qui va ressortir du Grand Nouméa permettra un petit peu d'avoir les premières tendances globalement de ce scrutin d'autodétermination. Vous avez préparé du champagne, peut-être, Philippe Michel? Pas du tout. Non, Parce que, alors là, ce qu'on peut voir, on est dans votre QG, en direct. J'y suis pas allé encore, donc je découvre. D'accord, vous découvrez. Vous disiez? Non, je dis qu'en toute hypothèse, et quel que soit le résultat, il faudra se respecter. Voilà, et préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est la capacité à discuter. Donc en ce qui nous concerne, en tout cas, il n'y a pas de champagne au frais. Voilà, pour dire les choses clairement. Je vais peut-être rajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la venue du Premier ministre. Je crois que c'est pas anodin qu'il vienne. Il va arriver demain matin. Le résultat sera connu d'ici là. Et je crois que... Normalement. Ben oui, normalement. Et le résultat, il sera connu. Mais ce qui est important, c'est qu'ils disent comment on fait la suite. Comment on fait que dans un cas ou dans l'autre. Mais comment on fait la suite? Comment on continue?
à discuter comment on renoue les choses pour continuer à construire et à bâtir les choses. Je pense que c'est important qu'ils viennent et c'est important qu'ils donnent ces indications parce que c'est quand même l'État qui a la main. Donc, qui donne le tempo, quoi. Mathias Chauchat est prêt à rentrer. Philippe Michel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas. C'est l'organisation. On a un petit planning. Merci. Vous allez rejoindre sûrement le QG. Non, je vais à un autre plateau. D'accord, vous allez à notre plateau. Allez. Peut-être, Gilles Brial, vous voulez réagir à ce qui s'est dit sur plusieurs points. Oui. Je reviens sur la participation parce qu'elle est plus exceptionnelle qu'on ne le pense. C'est-à-dire que quand on a créé cette liste pour participer au référendum, on a inscrit d'office, c'est-à-dire automatiquement des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont jamais participé à des élections, qui n'ont jamais fait l'effort de s'inscrire pour participer à une élection. Ces personnes, elles ont été inscrites sans qu'on leur demande rien, d'ailleurs. Et il y a une grande partie d'entre elles qui n'ont pas participé au scrutin, mais par contre, leur non-participation augmente le résultat de l'abstention quand on les compare au provincial où ces personnes n'étaient pas. Donc les taux, quand on dit près de 83% à Nimbéa, c'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et quand on a discuté, il y a un an de ça, au comité des signataires, quand on a commencé à rentrer dans le dur sur la préparation de ce référendum, on disait qu'il fallait qu'il soit incontestable, ce résultat. Et pour qu'il soit incontestable, il y avait deux conditions importantes. La première, c'est qu'on soit d'accord sur la liste électorale. On a beaucoup travaillé ensemble, on s'est mis d'accord, on a validé ensemble la liste électorale. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait une participation importante. Parce que si les Calédoniens participent massivement à ce référendum, personne ne pourra contester sa validité et ni la volonté des Calédoniens. Donc moi, je veux bien qu'on parle de l'après, comment on va s'organiser, mais il faudra qu'à un moment qu'on se pose et qu'on entende ce que les Calédoniens nous ont dit aujourd'hui. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient mûrs, je le redis, parce que pendant des années, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas avoir un référendum pour ou contre l'indépendance ou pour ou contre la France, que c'était dangereux pour les Calédoniens. On a eu un scrutin qui s'est très bien déroulé sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai passé la journée dans les 18 bureaux de vote de Nimbéa. Il n'y a eu aucun incident. Il y avait des monde dans l'ensemble des bureaux de vote avec une bonne ambiance. Donc, on a un taux de participation élevé avec un scrutin qui s'est bien passé. Donc, maintenant, ce qu'on attend, c'est évidemment le résultat et qu'on attend que ce résultat soit pris en compte. On va devoir se poser des questions, c'est est-ce que chacun des trois partenaires va prendre en compte le résultat et comment chacun des trois partenaires, c'est-à-dire les loyalistes, l'État et les indépendantistes, va l'intégrer dans la préparation de l'après, comment on prépare l'après-accord de Nouméa. Parce que s'il y a un résultat net qui se dégage, il faudra en tenir compte. Il faudra tenir compte de ce que les Calédoniens ont dit. Voilà. C'est quelque chose de normal qui s'est bien déroulé. Ça a été préparé par nos anciens il y a 20 ans qui ont prévu ce référendum. Et c'est quelque chose de positif, ça se passe bien et pourvu que ça dure. Peut-être une dernière réaction, Victor Tutugoro, sur ce qui s'est dit. Un résultat et donc pas de contestation derrière. Non, je crois que les choses se sont bien passées aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de discuter aujourd'hui avec un des magistrats sur Poniagouin qui disait que les choses se passaient bien. Donc je pense que les Calédoniens sont matures. J'ai peut-être regretté ce qui s'est passé tout à l'heure avec le caillassage et le drapeau brûlé. Évidemment que je condamne, ce n'est pas un mot d'ordre du FLNKS. Le FLNKS a dit au contraire qu'il faut faire le plein de notre représentation. Et donc, oui. On a un chiffre, un résultat qui vient de tomber, la commune de Pointe-Boute, avec 53% de non et 47% de oui, en faveur du oui.
une petite réaction, Pierre-Christophe. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est... Avec un taux de participation de 88%, pardon. Voilà, je crois que la vraie surprise, au-delà même des tendances qui sont globalement assez conformes par rapport à ce qu'on a observé par rapport aux dernières élections provinciales, je n'ai pas les chiffres dans le détail, en tout cas, je n'ai pas eu le temps de les regarder avant que vous me passiez la parole, mais en tout cas, la vraie surprise, c'est la participation. Très clairement, au-delà de 80% pour une commune de Brousse, c'est vrai qu'on est dans des tendances qui, jusqu'à présent, ont été très rarement, si ce n'est jamais, observées. Bonsoir, on a un nouvel invité sur ce plateau, Mathias Chauchat, bonsoir. Donc vous avez 62 ans, vous êtes agrégé en docteur et vous êtes docteur en droit public, professeur à l'UNC depuis son ouverture en 87. Vous êtes par ailleurs expert auprès du comité spécial de décolonisation de l'ONU et vous suivez l'évolution institutionnelle du pays de manière passionnée depuis de nombreuses années. Donc cette journée aussi passionnée. C'est une journée passionnante et la mobilisation a surpris. Ma première remarque, c'est de dire la Kanaki est là et bien vivante. On aura bientôt les résultats consolidés, mais on a enterré un peu trop vite la mobilisation indépendantiste et kanak dans ces élections. Et c'était pourtant une consultation très paradoxale. Il y avait deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que quand même, le peuple kanak et le peuple colonisé est quand même minoritaire, ou juste à 50% dans le corps électoral, ce qui est quand même très étonnant. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, un État qui décolonise, c'est un État qui propose une solution qui est conforme aux droits des Nations Unies et qui soutient la campagne du oui. C'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande dans sa zone géographique. Ici, l'État a joué les Ponce Pilate, il s'est lavé les mains en disant « je ne choisis pas entre le oui et le non ». C'est-à-dire que l'État n'est pas encore rentré dans le processus de décolonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, pour les deuxième et troisième référendums, on va rentrer dans le processus de décolonisation parce que l'État va devoir s'impliquer. Avant de poursuivre cet entretien, Victor Tutugoro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez peut-être poursuivre cette soirée au QG ? Je vais rejoindre le QG, oui, et puis on va analyser les résultats. Merci beaucoup et peut-être on vous verra tout à l'heure. Merci. En direct. Allez. On peut réagir. Une réaction juste. Enfin, l'ONU ne prévoit pas forcément que la décolonisation se termine par l'indépendance, quoi. C'est-à-dire que quand les experts sont venus, ils nous ont exposé les 4 possibilités et la décolonisation peut se faire parfaitement au sein de la République française. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir entendre le message que les Calédoniens ont adressé à l'ensemble de la classe politique calédonienne, mais également mondiale, quoi. Et le résultat de ce référendum, et moi je suis content que toutes les populations aient participé, il faudra en tenir compte. Il faudra que tout le monde en tienne compte. On a un autre résultat, celui de la commune de Bourail, avec 69% en faveur du oui et 31% pour le non, et 31% en faveur du oui, avec un taux de participation de 88%. Mathias Chauchat, peut-être, vous avez une réaction, le temps que je laisse Pierre-Christophe pense. Moi, ma réaction, elle est relativement simple. J'ai toujours dit qu'il y avait un déterminant ethnique qui est très fort en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ce déterminant ethnique, il est plus vrai que jamais aujourd'hui. Il faudra le regarder en face. L'immense majorité des Kanaks, malgré tout ce qu'on disait, ils ont voté oui. Et l'immense majorité des autres a voté non. Et on ne bâtira pas un pays sur un dimensionnement uniquement ethnique. Donc il faut se parler. Moi, je trouve que dans cette campagne, les indépendantistes ont parlé aux autres. Ils leur ont dit « Voulez-vous faire un pays commun avec nous ? Voulez-vous partager le pays ?» Et les autres répondent par un non massif. Je veux dire, c'est un rendez-vous manqué. Et donc, il faudra aller au-delà de ce rendez-vous manqué et il faudra enfin parler de ce qui divise. Et la France a toujours manqué toutes ces décolonisations. On a dit que c'est un nouveau processus en Nouvelle-Calédonie, mais il faut que ce processus, quand même, finisse par aboutir. Et l'aboutissement, il sera autour, qu'on le veuille ou non, d'un partenariat avec la France. C'est une question maintenant de temps.
Alors, on a des chiffres qui viennent de tomber. Alors, c'est une estimation du Haut Commissariat à Nouméa. Alors, il semblerait qu'on ait 91% en faveur du non. Ce ne sont pas des résultats définitifs, ce sont bien des estimations. Voilà, que large victoire du non à Nouméa. Peut-être Pierre-Christophe Pans, on regarde un peu, bon, c'est sûr qu'on en revient toujours à là, mais c'est les résultats des élections provinciales qui font un peu foi. Globalement, on est à peu près dans les mêmes tendances. La liste unitaire, en 2014, avait obtenu 11% sur la commune de Nouméa, là, 9%. Bon, on est quand même à des choses qui évoluent assez peu. C'est vrai qu'on a eu déjà les premiers résultats de la côte ouest, on va dire de Bourail et de Pointe-Boute. On a des résultats qui ne sont pas véritablement conformes par rapport aux chiffres des élections provinciales. Il faudra regarder un peu dans le détail, mais c'est vrai ce que disait le professeur Chauchat, c'est qu'effectivement, ce qu'on a pu observer par rapport aux tendances politiques en Nouvelle-Calédonie, il y a un déterminisme ethnique. Et justement, ce qui est intéressant dans ce référendum, c'est de voir les détails, voir dans les communes, notamment les îles, notamment les bureaux décentralisés, s'il n'y a pas un message autre que celui de l'indépendance ou de la souveraineté parmi cet électorat, voir s'il y a des particularités. Et encore une fois, parmi les résultats du non, c'est sûr que ceux qui diront que le non représente un attachement à la France, mais il peut être interprété par rapport à la motivation de chacun des électeurs. Donc c'est compliqué de l'interpréter, mais bon, évidemment c'est le jeu politique qui veut ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont pu répondre non, peut-être qu'ils se disent pas prêts tout de suite pour l'indépendance, mais ne sont pas pour autant fermés à l'indépendance. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution ces résultats et surtout regarder dans les détails comment se comporte ce vote. Et évidemment, je souscris à ce qu'il dit et ce que disent les invités en règle générale, c'est qu'il faudra reprendre la voie du dialogue, un dialogue apaisé sur d'autres bases au lendemain de ce référendum, quel que soit le résultat, je crois. Nous recevons... Oui, alors je vais juste accueillir avec nous notre invité, Clément Grochin, bonsoir. Vous êtes président du Sénat coutumier. Vous avez voté dans quel... Oui, j'ai été voté à ma tribu, à Ponérian. D'accord. Et comment vous avez vu alors cette forte mobilisation aussi du côté de Ponérian? Vous en pensez quoi? Je constate que contrairement aux autres élections qui ont pu se passer, les provinciales, les municipales, tout ça, il y a eu une très forte participation des jeunes, notamment. Et aujourd'hui, dans mon bureau de vote, il n'y avait jamais eu de files, mais là, il y a eu des files d'attente dehors. Vous l'expliquez comment? Il y avait beaucoup de... Vous l'expliquez comment ça, cette mobilisation je pense que tout le monde a appelé à aller voter, notamment les Sénats coutumiers, a lancé un appel pour que tout le monde aille participer au scrutin du référendum. Je pense que peut-être qu'on n'a pas été les seuls à être écoutés, puisque c'est à peu près tous les partis politiques et tout le monde qui a appelé à participer, quoi. Mais je suis content de voir ça et au vu des résultats qui sont en train de se passer à la radio, à la télé, il y a une très forte participation. Alors on le voit derrière en direct de Point-d'Imier avec le dépouillement qui se poursuit. Vous voulez revenir sur Mathias Chauchat, la question des îles, oui? Oui, la question des îles, elle est soulevée depuis le début de la soirée comme une prétendue victoire des non-indépendantistes. Et Pierre-Christophe Pans a déjà donné en partie des explications. Je voudrais revenir brièvement. Lorsque l'État a créé les bureaux délocalisés des îles, il a, entre guillemets, donné un cadeau aux populations des îles en disant vous pourrez voter là où vous habitez. Sauf que c'était un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que l'État, il a suivi les non-indépendantistes sur le durcissement du régime des procurations. Et ils ont tellement durci le régime des procurations qu'on a fait un formulaire qui n'est plus le formulaire national. Il faut certifier avec des attestations
Et en plus, on ne peut plus cocher la case « je n'habite plus dans ma commune ». Et globalement, les indépendantistes sont largement perdants. Donc le taux de participation des îles, il faut le majorer de la participation dans les bureaux décentralisés. Et ensuite, il faut regarder toutes les procurations qui ont été perdues. Les indépendantistes ont perdu plusieurs milliers de voix avec cette petite méchanceté, cette petite mesquinerie qui a été faite aux autres. Donc ça, elle ne se reproduira pas au provincial, par exemple, ni d'ailleurs à aucun autre scrutin. Donc il faut relativiser le résultat des îles. C'est pas du tout parce qu'ils ont fait la campagne ou que UVA ou l'IFU seraient moins indépendantistes. C'est simplement que les gens ont cru qu'ils avaient le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire, les bureaux délocalisés et le régime des procurations. Donc, pas de fausses conclusions politiques. Je veux dire, les îles n'ont pas changé. On va aller en direct à Poindimier. On va le voir en direct, là, le dépouillement qui se poursuit. On va laisser vivre un petit peu ce dépouillement qui est assez long. Il est 20h16 et ça se poursuit. On écoute. On revient sur le plateau avec Clément Grochin. On parlait tout à l'heure de la suite. En fait, ce qui est important, c'est l'après. Aujourd'hui, on vit ce vote. Vous attendez quoi, le Sénat coutumier? Vous savez, le Sénat coutumier, il existe à partir des accords, des accords de Nouméa, mais le processus a commencé en 88 par là, à partir du moment où on a reconnu la légitimité de la coutume. Et ça s'est concrétisé par la mise en place des conseils consultatifs coutumiers, qui a abouti en 99 au Sénat coutumier. Ce sont ces accords politiques-là qui ont permis qu'aujourd'hui, il y a une institution, la Nouvelle-Calédonie, qui s'occupe spécialement de l'identité kanak. Et donc pour la suite? Pour demain? Pour la suite, il serait bien malin de dire comment ça se passe. Passé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que devient l'identité kanak dans l'avenir. Parce que le Sénat coutumier résulte d'un accord coutumier, ça n'a pas été un cadeau. Il a fallu que des gens luttent pour. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il y a beaucoup de sortes de cloches qui nous arrivent aux oreilles, qui disent que voilà, on va faire ceci, on va faire cela, en cas de non massif, en cas de oui, en cas de voilà. Mais je crois que le Sénat coutumier aura pour rôle de veiller à ce que je ne sais pas comment dire ça, qu'on ne touche pas à l'identité kanak, aux acquis qu'il a pu avoir depuis les accords. Voilà. On a un nouveau résultat, celui de Moindou, avec 56% en faveur du non, 44% en faveur du oui. Pierre Christ, avec un
taux de participation énorme avec 91,4%. Pierre-Christophe Pantz. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais par rapport à Bourail, la commune juste à côté pour le coup, on a une expression indépendantiste plus importante proportionnellement par rapport aux élections provinciales, et à l'inverse, à Point-Bout, on a une expression non indépendantiste plus importante qu'aux dernières élections provinciales. Donc on voit que c'est assez contrasté, mais quand même sur 2 communes qui appartiennent à la province sud, on voit peut-être que l'expression indépendantiste est un peu plus importante que ce qu'elle était pour les élections locales. Une réaction peut-être par rapport à ça ? Oui, je pense qu'il y a eu une mobilisation plus importante, mais moi, je ne crois pas au vote identitaire qui est figé. Le Kanak, il vote pour l'indépendance et les autres, ils votent pour la France. Je ne le crois pas parce que, contrairement à Mathias Chauchat, moi, j'ai été faire campagne aux îles et on a discuté avec des Kanaks aussi qui nous ont dit qu'ils étaient indépendantistes mais qu'ils ne voteraient pas oui aujourd'hui. Et puis quand vous donnez le résultat provisoire de Nouméa avec un 91% pour le non, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que 9% de Kanaks à Nouméa? Mais c'est faux. Et on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, que les Kanaks, quand ils vivent en ville, ils s'éloignent du vote indépendantiste. Et quand ils sont sur l'intérieur, notamment sur la Grande Terre, là on a un vote scindé identitaire. Mais ce vote identitaire n'existe pas sur l'ensemble du territoire. Il faudra entendre ça. Et sur la préoccupation identitaire des Kanaks, quand je dis il faudra qu'on entende le résultat, il faudra qu'on entende le résultat sur le résultat du non, mais également sur le résultat du oui. C'est-à-dire que demain, la revendication indépendantiste ne va pas s'arrêter, mais il faudra revenir à la base quand elle était une revendication identitaire, culturelle. Et sur l'après-accord de Nouméa, comment on est capable de bâtir un projet de société qui prenne en compte ce que sera, j'espère, la majorité des Acadiens, c'est-à-dire rester au sein de la République française, et avec une demande de reconnaissance forte identitaire. Ça va être ça, l'équilibre qui va être difficile à trouver. Mais en tout cas, les équilibres bougent en fonction des lieux où on se trouve, et ça, il faut être capable de le prendre en compte et d'écrire un projet de société qui prenne tout ça. Ça va pas être facile, hein. Si c'était facile, ça se saurait. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de négociations, mais en tout cas, aujourd'hui, ça doit faire date, ça doit être la première marche de cette nouvelle construction. Alors, en début de soirée, on parlait avec Paul Fizine, par exemple, l'historien, de renouvellement de la classe politique, le besoin de ce renouvellement. Vous en pensez quoi? Mais il est indispensable. Il doit se faire chez les deux camps, chez les loyalistes comme chez les indépendantistes. Alors on le voit plus aujourd'hui chez les loyalistes, avec une nouvelle génération qui monte, parce que c'est certainement plus facile de le faire dans nos mouvements respectifs, mais elle est nécessaire également chez les indépendantistes. Et on a des jeunes indépendantistes qui doivent monter demain pour travailler avec nous et écrire, participer à la rédaction de ce que sera la Nouvelle-Calédonie dans les 20, 30, 40 prochaines années. Et ça devient nécessaire parce qu'on ne peut pas rester figé avec des personnes qui ont été élues il y a 35 ans, avec une idéologie, mais là je parle aussi bien chez les loyalistes que chez les indépendantistes, vous voyez. Il faut que la Nouvelle-Calédonie, elle change, et les mentalités changent, et ceux qui la gouvernent doivent être adaptés à l'évolution des mentalités. Ça fait pas plaisir quand on est un jeune politique de dire ça, mais je crois que c'est nécessaire. Allez-y, avant que je remercie. Sur le rajeunissement des élites, je voudrais dire que chez les non-indépendantistes, il n'y a que la date de naissance qui change, parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Moi, j'ai été frappé de la pauvreté de leur campagne. C'est une campagne qui visait à faire peur, uniquement axée sur le passé, c'est-à-dire le lien financier avec la France. Alors, la France, elle n'a pas commencé sa politique de décolonisation. Elle entretient avec tous ses outre-mer un lien personnel et financier. Elle ne donne pas au pays. La France, elle donne aux particuliers, elle donne sous la forme de l'indexation des traitements, sous la forme de la défiscalisation, sous la forme de la surévaluation de la monnaie. Tout ça ne tient. Pourquoi? Parce que la France fait illusion. Elle s'endette et un jour, tout ça va s'arrêter parce que la France est une grande Grèce. Ça finira mal, cette histoire. Et ici, ils ne préparent rien. Ils vivent encore comme dans les années 50, les années 60, à croire qu'on peut tout attendre du lien personnel et financier de la France. Or, l'avenir, il est à ce que la France ne donne plus aux particuliers, mais donne au pays une dotation
de coopération. Et cet argent, il ira directement à la Nouvelle-Calédonie et non aux particuliers. Et la Nouvelle-Calédonie l'utilisera utilement. Aujourd'hui, tout cet argent, il s'évapore dans les poches des particuliers et il repart en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. On le sait. Et c'est ça qu'il faut changer. Et le logiciel des jeunes, là, c'est un vieux logiciel qui n'a pas changé depuis les années 60. C'est quand même paradoxal qu'ils prennent l'image de la modernité, alors qu'ils ne sont pas modernes du tout. Mais c'est pas le passé. Enfin, l'aide de la France, c'est pas le passé. C'est aujourd'hui, au quotidien, sur la santé, sur l'éducation. Enfin, c'est incroyable de dire que c'est le passé. C'est pas le passé. Hein. Je veux dire, c'est là qu'il faut aller voir les gens sur le terrain et les mamans. Mais la santé, les calédoniennes. Mais attendez, avec un financement qui est fait. Mais bien sûr que non. Mais non. Et le Medipol, le CHN, vous croyez qu'il n'y a pas l'aide de la France? Que les médecins, ils viennent pas de métropole? Enfin, il faut arrêter. Ils sont payés par la Nouvelle-Calédonie. C'est la CAFA qui paye tout ça. D'ailleurs, elle aura bien du mal. On verra après les provinciales. Je pense que on verra après les provinciales quand vous annoncerez les mauvaises nouvelles. Le logiciel, il est enrayé des deux côtés, à mon avis. Mais bon.